faire changer la vitesse d'impact, et finalement la profondeur de la cuvette. Bon, j'ai été généreux, je suis allé jusqu'à 11 km. Pourquoi? Parce que c'est sur Terre, c'est l'endroit le plus profond qu'on connaisse dans l'eau. C'est la fosse des Mariannes, quelque part du côté du Japon. 11 000 mètres de profondeur. On ne sait pas faire plus. Donc, qu'est-ce qui se passe quand je passe une goutte d'eau au-dessus de la fosse des Mariannes? C'est un paramètre. Je peux faire varier. Donc ça, c'est les paramètres de contrôle, c'est-à-dire que c'est vous qui allez fixer tout ça. Et la nature va vous répondre par des images. Et après, il faut analyser ce qui se passe. C'est le rôle du scientifique. Donc ici, je vous ai mis les valeurs typiques quand vous faites l'expérience avec de l'eau. Donc l'eau a une densité de 1 g par cm3, une viscosité de 1 millipascal seconde, une tension superficielle de 72 mJ par mètre carré. Une goutte, c'est typiquement de l'ordre du millimètre. Bon là, j'ai pris 2,6 mm parce que je vais être quantitatif pour que vous voyez les problèmes. Mais on pourrait prendre une autre valeur, et ça correspond à une vitesse de 5 mètres par seconde, vitesse d'impact, quand la goutte arrive à la surface de l'eau. Donc on va prendre ce cas particulier, regarder ce qui se passe au niveau énergétique. Alors, on se met au début de l'expérience. Voilà une image que j'aime bien. Si vous regardez de façon attentive une goutte d'eau qui se détache d'un robinet ou d'une pipette, ça prend cette forme-là. C'est-à-dire qu'il y a un moment où la goutte se détache. Bon, et puis là, ça c'est un clin d'œil pour mon ami Yann Olivo. J'ai mis la planète dans la goutte, parce que vous savez que l'eau est très importante pour la planète. Donc là, on est au tout début, la goutte se détache. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le plan énergétique? Alors vous allez retrouver à chaque fois les petits trucs comme ça, vous pouvez suivre avec le schéma. Donc là, on a ce qu'on appelle de l'énergie gravitationnelle. On est à une certaine hauteur, au-dessus de la surface de l'eau. Donc là, cette hauteur, elle est de 127 cm au-dessus de l'eau. Donc ça correspond à une énergie de 115 microjoules. C'est le début. C'est ce qu'on vous donne au début. Ensuite, en énergie chimique, la goutte, comme vous le voyez, est ronde. Donc ça veut dire qu'il y a une interface eau-gaz. Et ça a un coût énergétique. On peut l'évaluer en connaissant la surface de la sphère. Ça fait 1,5 microjoules, mais avec un signe moins. Pourquoi un signe moins? Ça, c'est un problème avec l'énergie, c'est qu'il faut, comme c'est des deltas, on peut ajouter ou retrancher de l'énergie. Ici, quand je mets un signe moins, ça veut dire que cette énergie, j'ai dû la dépenser. Pour créer la sphère, il faut dépenser d'énergie. Alors que, quand la goutte se détache de la pipette, ça ne coûte rien. C'est l'énergie qui vous est donnée par la gravitation. C'est pour ça que je mets un signe plus pour l'une et moins pour l'autre. La gravitation me donne 115, et le fait de créer une sphère me coûte 1,5. Et comme vous savez tout, ça fonctionne comme de l'argent. Il faut payer. Pour ça, je mets un signe moins sur ici l'énergie internationale pour dire qu'il a fallu dépenser ça. Mais vous voyez que c'est bon, parce que ça, c'est tout petit par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on a encore quand même de l'argent pour pouvoir travailler. Ensuite, l'énergie mécanique, c'est simple, c'est qu'au tout début, c'est zéro, la vitesse est nulle. Donc, comme l'énergie mécanique, comme vous le voyez, c'est en fonction de la vitesse. Si la vitesse est nulle, ça veut dire que l'énergie est nulle. L'énergie lumineuse, eh ben, c'est facile. Est-ce que la goutte émet de la lumière? Regardez une goutte d'eau qui tombe. Est-ce que vous pouvez vous éclairer avec ça? Ben non. Il n'y a pas de lumière émise. Donc, ça veut dire que la fréquence est nulle, donc il n'y a pas d'énergie lumineuse. Si vous ne mettez pas la goutte sous tension dans un condensateur, il n'y a pas d'énergie électrique. On n'est pas obligé de considérer ça. Est-ce que la goutte est radioactive? Vous allez me dire non. Si. N'oubliez pas qu'il existe un isotope de l'hydrogène, qui est le tritium. Je pourrais très bien faire tomber une goutte de T2O. Auquel cas, j'aurais un thème de radioactivité. Mais là, je vais être sage. Je ne vais pas aller dans l'énergie du vide, qui est responsable de la désintégration du tritium, je vais rester avec H2O, qui, elle, n'est pas radioactive. Donc ce terme, je l'oublie. Et puis, bah, ça ne dégage pas de chaleur quand la goutte se détache. Pour mettre un thermomètre, la température de l'eau reste la même, donc il n'y a pas d'énergie thermique. Et vous voyez, je n'ai à considérer que les 7 chauds, pas plus. J'ai fait le bilan. Donc dans cette début d'expérience, ce que je sais, c'est que je n'ai que 2 énergies en compétition, la gravitation et l'énergie chimique. Alors j'additionne. Ça me donne ma quantité d'énergie initiale. Et ici, il faut que je vous parle d'une loi de la physique qui s'appelle le principe de conservation de l'énergie.
Alors, cette loi, on peut la résumer de beaucoup de façons. Moi, j'ai une façon un petit peu originale de voir ce problème-là via une mathématicienne qui s'appelle Émile Noether. Pourquoi? Parce que je trouve assez remarquable. On pense toujours que les mathématiciens sont des hommes. Ben non. Il y a des femmes qui savent faire de très bonnes mathématiques. Et celle que vous voyez ici était une des meilleures mathématiciennes. Elle a dépassé même tous les mathématiciens de son époque en nous expliquant l'origine de la conservation de l'énergie. Elle a démontré un théorème très puissant. C'est que si vous voulez que l'énergie soit conservée, il faut que vous ayez une opération de symétrie combinée à un principe de relativité qui s'applique ici à la notion de temps. C'est-à-dire que l'énergie est conservée tout simplement parce que lorsque vous translatez dans le temps, les phénomènes restent les mêmes. Si les phénomènes restent les mêmes quand vous attendez pour faire vos expériences, l'énergie sera forcément conservée. C'est ce que nous a appris Émile Noether. Alors pourquoi je parle de ce principe? Eh bien à cause de ça. C'est que si vous mettez à la torture, et vous expliquerez comment torturer les gens avec des gouttes d'eau, les gouttes d'eau, ça peut être extrêmement méchant. Si vous me soumettez à la torture, je préférerais mourir que de renoncer à ce principe de conservation de l'énergie. Parce qu'il est inscrit dans la physique, et si je renonce à ça, je renonce à tout. Donc c'est quelque chose que je ne peux pas imaginer. L'énergie est toujours conservée, mais je parle bien de l'énergie totale. C'est celle que vous sommez en faisant tous les pôles. Les 7 qu'on a vues. Celle-là, elle ne peut pas changer. C'est une loi inviolable de la physique. Enfin, jusqu'à ce jour. Voilà, donc c'est tout ce qu'on a besoin. Maintenant, la goutte, elle est tombée. Vous voyez, elle arrive juste à la surface. Là, elle n'a pas encore pris en contact. On est juste au point de contact avec l'eau. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, vous voyez, j'ai presque plus d'énergie gravitationnelle parce que j'ai perdu le 1,27 m de hauteur. Cette énergie, qu'est-ce qu'elle est devenue? Ben, l'énergie chimique, on voit que la gourde est toujours sphérique, elle a toujours la même taille, donc elle n'a pas changé. Par contre, ce qui est nouveau, c'est que la goutte a acquis une certaine vitesse. Donc, elle a pris de l'énergie mécanique. Comment on peut connaître cette vitesse? Eh bien, on applique le principe de conservation de l'énergie. C'est-à-dire qu'on dit que la somme de toutes ces trois énergies doit être égale à ma quantité initiale, 113,5. C'est de là que je tire ma vitesse de 5 mètres par seconde, que je peux mesurer par ailleurs. Voilà. Vous voyez la cavité? Ça, c'est une goutte d'eau qui tombe. Quand on regarde par-dessous, on voit une cavité qui se creuse. Comment on va analyser ce phénomène? Eh bien, on va l'analyser de façon suivante. On va regarder en fonction du temps la profondeur du cratère. Donc ça, on peut d'une part le mesurer. C'est ce que vous voyez ici, c'est les ronds. Et d'autre part, faire des modèles. C'est la courbe qui est ici en trait plat. Et vous voyez qu'on sait très bien reproduire les observations expérimentales. Donc qu'est-ce que nous montre cette courbe? Qu'au cours du temps, eh bien, le cratère se creuse. Vous voyez, au départ, je n'ai pas de cratère, et puis il devient de plus en plus profond. J'atteins une valeur maximale qui est ici de 2,5 cm d'épaisseur pour mon cratère. Et puis ensuite, il se referme, il s'effondre. C'est ce qu'on peut voir comme ça. Alors, ceci, bon, c'est une expérience banale. Hein. Vous avez vu le cratère qui s'ouvre. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Eh bien, regardez, ici, vous avez les millisecondes. Les millisecondes, c'est quand même rapide. Donc, si vous convertissez tout ça pour vous donner les ordres de grandeur, quand vous avez la cavité ici, la première phase est supersonique. Elle dure en fait 3,3 nanosecondes avant même qu'on ait le temps de faire les mesures. L'énergie est négligeable. Par contre, regardez la pression que vous générez sur l'eau. 420 atmosphères. Une goutte d'eau qui tombe de 1,27 m sur une plaque d'eau génère tout de suite, au premier contact, 420 atmosphères. Il y a 420 fois la pression atmosphérique. Et c'est une phase qui est supersonique, c'est-à-dire que la vitesse à laquelle ce cratère se forme est supérieure à la vitesse du son. Tout de suite. C'est très très rapide. Quelques nanosecondes. La deuxième phase que vous voyez ici, elle est plus lente, comme vous le voyez, c'est pour en millisecondes. Mais si vous regardez les pentes des courbes, ça correspond à une vitesse d'expansion du cratère de 444 km/h. Vous connaissez